Du coup, bienvenue, merci d'être là. Très rapidement, une rencontre Antipasti, c'est une rencontre qui est animée, plusieurs parmi vous le savent déjà, mais c'est une rencontre qu'on anime avec Maison Fumetti, l'association nantaise installée à Manufacture et Tabac. C'est une rencontre qu'on fait depuis quelques années. L'idée, c'est de rencontrer à chaque fois un auteur de bande dessinée, dans l'espoir que si vous le connaissez déjà ou si vous le connaissez pas, vous aurez toujours plein de choses à apprendre. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du Fumetti All Stars, qui s'installe dans la rue Joffre. Donc, quand vous aurez terminé la rencontre, faut pas hésiter à aller voir dans les différents commerces et bistrots autour. Il y a des dédicaces, des animations aussi. Vous pouvez vous faire tirer le portrait ou inventer votre groupe de rock préféré avec votre tête dessus quand même, sur une pochette vinyle. Voilà, donc ça c'est toute l'après-midi jusqu'à 21h. Et donc aujourd'hui, on reçoit Anis El Amouri, qui est un auteur, on va discuter de son portrait tout du long, mais qui est un auteur qu'on est content d'accueillir parce qu'il est arrivé juste hier de Belgique. Il vient en résidence en fait à Maison Fumetti pendant 3 mois. Donc pour un programme très complet, et d'ailleurs tellement complet qu'on lui saute dessus dès aujourd'hui. Bonjour Anis. Bonjour. Bonjour. Et on va démarrer tout de suite. Alors, la construction d'une rencontre Antipasti, on l'a fait toujours de cette manière. On aime bien humilier un peu les auteurs en démarrant tout de suite avec leur dessin d'enfance. L'idée, c'est qu'on retrace un peu son parcours de manière chronologique pour voir un petit peu comment est-ce qu'il a abordé son métier d'auteur de bande dessinée et comment est-ce qu'il en est arrivé là où il est aujourd'hui. Donc avec une première partie qui s'appelle Mise en bouche. Ça, c'est pas mon dessin, ça. Ça, c'est pas ton dessin. Non, puisque... voilà, alors... Voilà, alors je précise que c'est toujours des dessins qui sont fournis par l'auteur directement. On n'a pas été fouillé chez tes parents. Non. Et non, mais voilà, nous ça nous intéresse toujours beaucoup. C'est pas anecdotique. Ça nous amuse toujours d'aller fouiller un peu comme ça les dessins. Alors après, il y a des dessins d'études, mais déjà les dessins d'enfance. C'est toujours intéressant d'aller questionner, de voir le rapport que tu avais au dessin. Déjà tout petit, est-ce que tu dessinais beaucoup? Est-ce que tu faisais ça tout seul? Est-ce que toi, tu appréhendais ça comment en fait le dessin? Est-ce que tu avais l'impression d'être comme tous les gamins qui dessinent un peu comme ça, ou est-ce qu'il y avait un truc déjà un peu plus d'affect derrière? C'était un truc qu'on faisait beaucoup avec mon frère. Donc j'ai un frère qui a 1 an et demi de plus que moi, et on a beaucoup, pendant qu'on grandissait, même de enfant à ado, on a toujours joué ensemble. C'était un truc. Et on avait aussi des amis qui avaient à peu près notre âge. Et en fait, c'était une activité très commune, le dessin. On dessinait tous ensemble. Et en fait, il y avait un truc déjà très mimétique, c'est-à-dire que moi, je dessinais souvent des versions un peu moins bien de ce que dessinait mon frère. Ouais, c'est mon grand frère, ouais. Et donc là, par exemple, c'était notre époque Petit Pied et la vallée des merveilles. Et donc, on dessinait des encyclopédies de dinosaures, sachant que je ne savais rien du tout sur les dinosaures. Et donc, c'était vraiment... Et tout était un peu comme ça. Et donc, il y avait un truc de jeu ensemble, et puis un peu parfois de compète, un peu presque. Pas de compète exactement, mais de... ouais, et on avait chacun nos personnages, on les dessinait ensemble, et c'était un truc vraiment où on se racontait des histoires avec des dessins, et on le faisait beaucoup. On avait chacun notre perso, et on apprenait à dessiner celui de l'autre, et on faisait plein d'espèces de petites scénettes comme ça. Mais c'est un truc que vous étiez dans quel contexte familial? Il y avait déjà du dessin ou de la bande dessinée un peu dans ta famille, ou c'était... Alors, en fait, oui, mais moi, ça m'a pas tellement marqué. Mais ma mère, elle dessinait très bien, mais elle dessinait que au téléphone. Et en fait, sa mère était prof d'art plastique. Et donc, le compagnon de ma grand-mère est artiste peintre. Mais, et bon, ben voilà, il y a du côté de la famille de ma mère, il y a pas mal d'artistes. Mais en fait, nous, ça nous a pas tellement. C'était un truc, c'était pour réagir à nous, nos dessins animés. Oui, c'était pas des figures familiales qu'il fallait... Pas du tout, non. Non. Donc on a plusieurs images plus ou moins construites, c'est assez tonique en tout cas. Alors, en fait, c'est une guerre contre l'Allemagne et le Maroc parce que nos amis étaient allemands, donc voilà, c'était pour l'emmerder, je crois. Ce qui perdait là, le Maroc, l'Allemagne. Ok. Là, on retrouve des influences qu'on retrouve souvent chez les dessins. Oui. C'est un gros kamehameha au milieu, je pense. Ouais, les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball. Et en fait, ce genre de truc, je t'en avais parlé, mais en fait, c'était complètement fantasmé parce que moi, au Maroc, on n'avait pas ces dessins animés, on n'avait pas les mangas, on les lisait pas, c'était juste l'imagerie et je sais pas si j'ai dit que j'ai grandi au Maroc. Non, donc. Ça fait partie du sujet aussi. Tu as grandi jusqu'à quel âge au Maroc en fait? Jusqu'à 18 ans, donc j'ai fait. Voilà.
Et en fait, on n'avait pas ces choses-là, donc on les fantasmait vraiment. Mais tu les connaissais comment? T'avais quelques images qui arrivaient par... Ouais, où il y avait des cassettes pirates qui circulaient, on en avait quelques-unes et on envoyait. Une fois, un pote avait une cassette de DBZ, alors on allait l'après-midi chez lui, on regardait, on était là, waouh, trop bien et tout. Mais c'était vraiment du fantasme en fait. Je connaissais pas bien l'histoire de Dragon Ball, ni des Chevaliers du Zodiac, c'était très vague. C'est souvent quelqu'un qui avait vu des épisodes qui me les racontait. Et c'était que des trucs un peu ouais, il y avait une personne entre moi et la vraie chose. Mais c'était quand même... est-ce que tu avais aussi des équivalents d'inspiration comme ça, mais plus marocaine du coup, ou c'était vraiment des choses occidentales qui arrivaient par bribes? Goldorak, nous on l'avait en arabe, donc c'était Grenadier. Et il y avait plein de trucs, il y avait des trucs qui étaient importés et pas d'autres, c'est juste que nous, on se sentait toujours lésés parce qu'on était d'une culture occidentalisée en tout cas, et on se sentait toujours lésés par rapport à l'Europe. On disait toujours au Maroc, on n'a rien. Il y avait toujours ce truc un peu. Donc, mais on avait d'autres trucs, mais qui s'en approchaient. Détective Conan, ça passait aussi, des trucs comme ça, quoi. Bon, bref. Donc il y avait beaucoup de dessins. Est-ce qu'il y avait, alors c'est une question un peu... là déjà il y a des bulles, il y a du texte, il y a plein de personnages, parce que c'est quand même quelque chose qu'on remarque, la pratique du dessin et la pratique de la bande dessinée, c'est deux choses assez distinctes, mine de rien, c'est pas tout à fait la même démarche. Est-ce que tu avais l'impression déjà d'aborder de la narration comme ça et de raconter des scènes, ou c'était des dessins un peu isolés les uns des autres, gratuitement Moi, c'était très narratif. Hein. C'était, en fait, j'avais pas j'avais moins de dessins pur pour le plaisir de dessiner. C'était vraiment un moment. J'avais un personnage et j'allais le représenter dans des scénettes et de l'imaginer et de le fantasmer un peu, etc. Et à partir de là, ça me motivait à dessiner. Ou alors là, c'était une phase où je faisais des trucs un peu, des espèces de scénettes humoristiques comme ça. Et puis après, j'ai fait des petites BD. Mais oui, moi, c'était déjà très narratif. Il y avait un truc de... Enfin, ouais, moi, il y avait des thématiques et j'allais pas dessiner un chien pour dessiner un chien. Ce chien, ça allait être tel chien et il allait... Et qui revenaient des fois, des personnages. Ouais, les persos revenaient. Parce que là, je sais pas si vous arrivez à lire un peu les dialogues. Il y a toute une aventure qui se passe avec, je sais pas, quelqu'un qui essaie d'échapper. Non, alors, attends, non, alors ça s'appelle Maison de devinez quoi, et c'est parce que je suis déjà hyper subtil, hein. En fait, c'est une maison de fous, et en fait, tout le monde est fou, et en fait, il y a un mec qui se prend pour Robocop, il y a un mec qui se prend pour Superman, il y a, des... Il se prend pour un schtroumpf qui ressemble quand même vachement à un Ouais, et là, c'est vraiment un schtroumpf, parce que c'était ma blague, j'étais là, ah mais ouais, mais lui, on va croire qu'il est fou, mais en fait, c'est Gaston Lagaffe, quoi, genre, il est vraiment... Oui, c'est Gaston Lagaffe, désolé, hein, mais... on voit son nombril et... Ouais, et là, un schtroumpf, je sais pas pourquoi je mets un schtroumpf. Et est-ce que tu montrais ces dessins où il y avait que ton frangin qui lisait ça? Je le montrais, je pense à ma mère beaucoup, à mon père qui devait s'en foutre un peu plus, mais qui faisait bien semblant, et puis mes amis et mon frère, donc un peu on avait des amis qui étaient presque des cousins, enfin ce genre de un truc très proche. On avait une enfance très dans une bulle, on voyait toujours les mêmes gens. C'était très chouette, c'était très bienveillant, quoi, comme des Pokémon qu'on a inventés avec mon frère qui sont d'une originalité dingue, hein, c'est incroyable. Il y en a un, c'est juste un ours, donc et on voit ceux de mon frère, ils sont bien meilleurs, ils sont plus marrants, quoi. Il y en a un, le mec poubelle là, c'est un truc de mon frère, ça c'est marrant, quoi. Moi je reproduisais juste des trucs un peu. Est-ce que ton frère il a gardé une pratique du dessin? Il dessine un petit peu, mais c'est-à-dire que moi je trouve qu'il dessine. J'aime vraiment beaucoup comment il dessine, mais non, pas vraiment, quoi. Des fois il le fait un petit peu. C'est-à-dire il le fait pour faire des trucs DIY un peu par rapport à d'autres choses qu'il fait. Mais des fois il fait des dessins et c'est super cool. Il a fait un dessin de moi il y a quelques années et des trucs comme ça. C'est très voilà, comme ça, hobby, mais il dessine très bien. Moi je trouve qu'il dessine très très bien. Oh, putain. C'est toi qui nous les as envoyés. Ouais, voilà, ça c'est quand j'avais 18 ans, je crois. Alors après, je t'interromps, c'est un truc
c'est un schéma qu'on voit assez souvent. Est-ce que tu as dessiné un peu au collège parce qu'il y a des dessins d'enfance, il y a des dessins après où on se retrouve tout de suite un peu au lycée? Oui, alors c'est parce que j'ai demandé à mon père de m'envoyer des trucs, il était au Maroc et il n'a pas vraiment choisi avec beaucoup d'instinct, enfin il s'en fout en fait, Okay. Alors il m'a envoyé juste des trucs au hasard. Mais toi tu as eu une pratique du dessin continu Ouais, toute l'adolescence, assez, ouais. Il y avait toujours ce truc et après on est tombé fan de manga, alors ça devenait encore plus fan de manga, et donc il y avait vraiment un truc de mimétique de manga qu'on aimait bien, et de personnages qui revenaient, et de développer ma propre mythologie, et des trucs, tous ces univers là quoi, comme me fantasmer déjà auteur de BD avec une production multivers quoi. Et après ça c'était pour mon bac art plastique, donc j'ai fait un bac français, hein, donc j'étais dans le système français, et donc ça c'était option art plastique au bac, sachant que je faisais S et que bon on n'avait pas vraiment de temps pour dessiner, c'est nul à chier ce dessin, c'est vraiment, Et pourquoi tu as fait un bac art plastique? Alors c'est une question, c'est toujours un peu dur a posteriori comme ça de te rappeler qu'on avait en tête, mais toi c'était pour le plaisir de garder du temps de dessin ou tu voulais construire quelque chose avec ça un peu? Non, j'aimais bien dessiner, mais bon, c'est un peu compliqué peut-être à résumer là dans la rencontre, mais bon, c'était un système très basé sur la réussite. Moi, j'étais dans S, je voulais pas faire S. C'était un peu un truc où je me disais au moins je fais bac art plastique parce que j'aime bien dessiner et ça me fait faire un truc d'art, mais bon, il n'y avait pas trop d'illusions sur le fait. J'allais pas au supérieur faire de l'art. Ça, c'était pas prévu a priori. Et quand est-ce que ça s'est confirmé pour toi? Quand est-ce que parce que là au bac c'est quand même là où il faut se la poser cette question-là quoi. Ouais, mais moi je me la suis pas posée. Enfin, c'était moi j'allais faire. C'était la décision familiale que j'allais faire des études d'économie, de gestion quoi. Okay. Je devais les faire en France et j'ai été refusé de toutes les prépas en France. Okay. J'ai fait toutes les démarches et puis j'ai été refusé de là, et en fait je suis allé en Belgique parce que du coup ma mère est belge, mon père est marocain et mon frère était déjà en Belgique, et c'était plus simple de s'inscrire là-bas. J'ai essayé de la faire court parce que et en gros j'ai fait une année là-bas dans un endroit atroce qui devait être proche de l'enfer, je crois, à peu près juste à côté de l'enfer. Il y a l'enfer et puis juste à côté il y avait cet endroit qui s'appelle le Solvay Business School maintenant. Ouais, c'était un super endroit, et j'ai fait une année là-bas qui a été catastrophique. Je détestais les gens, en plus il y avait le truc de déracinement un peu, tu vois, tu pars du Maroc, tu arrives en Europe. Et donc j'ai fait une année là-bas où j'ai surtout guindaillé quoi, fait la fête quoi, et déprimé. Et puis après une année de ça marchait pas, les examens marchaient pas, et mon père m'a fait un espèce d'ultimatum genre maintenant tu fais que les études, je veux plus voir de film et de BD autour. Soit tu t'abandonnes tout et tu acceptes d'être un raté quoi, et tu fais des études de cinéma ou de dessin, et j'ai demandé si je pouvais être un raté. Je prenais la deuxième solution quoi. J'ai pris la deuxième solution et j'ai pris la poudre d'escampette. On reviendra à la notion du raté parce que c'est quelque chose qui a l'air de travailler un petit peu après dans l'œuvre que tu as fait ensuite. Alors là, moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris dans les images que tu nous as envoyées. Il y avait plusieurs références que pourtant tu associées à des images d'enfance, alors qui peuvent être pas forcément surprenantes quand on voit du comics ou Evangelion, qui m'ont plus surpris quand c'était une image extraite de Dogville. Dogville, le film de Lars von Trier, que je trouve quand même assez costaud. Extrême, regarder, quoi. extrême. Donc, je sais pas à quel âge tu as vu ça. Et... Je crois 17 ans quand même, ça va. Mais déjà Evangelion, enfin je sais pas, j'ai regardé Evangelion, mais c'est extrême, hein, c'est extrême. Moi j'ai regardé ça à 14 ans et j'étais pas prêt quoi. Mais non, j'ai mis ces trois images parce que c'est un peu des trucs qui m'ont marqué. C'est plutôt l'adolescence là quand même, hein. Même Spider-Man, c'était sur le tard que je m'y suis mis vraiment, et que j'ai été fasciné par le perso bien après. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver après dans ce que tu as voulu nous montrer. Les références sont, enfin, j'ai l'impression, presque aussi souvent, relèvent aussi souvent du cinéma ou à la limite de l'animation, plus que du dessin ou de l'illustration en fait. Ouais. Oui. C'est vraiment quelque chose de. Oui, ça on peut en reparler après. Évidemment, après j'ai beaucoup d'influence au niveau du dessin, mais elles sont moins.
pensées, elles sont moins volontaires, je dirais. Et ouais, et donc Dogville, il y avait déjà ce truc que quand moi je l'ai vu, il y avait regardé quelque chose d'insoutenable, et en fait ça m'a beaucoup fasciné. C'est quelque chose que je recherche encore beaucoup, c'est regarder des choses un peu insoutenables ou horribles ou très déprimantes. Enfin, moi c'est un truc que je recherche beaucoup. J'ai une vraie fascination pour ça, et ça a vraiment... C'est quoi? C'est la question de se dire pourquoi est-ce que tu t'infliges ça en fait? Non, pas du tout. Je trouve pas ça. Je suis pas du tout en train de me poser cette question. Et je comprends pas trop en fait cette question de pourquoi on veut regarder des choses tristes. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est une intensité que je retrouve là et qui me fascine, que je trouve hyper belle et que ça parle de. Enfin, maintenant, j'y ai plus réfléchi, bien sûr, mais à l'époque, déjà, j'étais fasciné. Je me disais, waouh, mais putain, on est. En fait, c'est comme si tu vois quelque chose qu'on essaye de te cacher, ou comme si quelqu'un te montrait les choses telles qu'elles sont, alors que c'est pas telles qu'elles sont, c'est juste une façon très horrible de le montrer et parfois misérabiliste, mais moi je suis très client de ça. Ouais. Okay. Donc Lars von Trier, ça m'a vraiment genre wow. Et ouais, Dogville. Alors après, on a des images. Donc là, t'es plus vieux. Ouais. T'as quel âge après que tu fais ça? C'est dans tes études? Là c'est. Ou t'es au lycée encore? Ouais, non, c'est mes études. Là maintenant, c'est mes études. Et c'est. Donc, je suis allé à Saint-Luc à Liège parce que j'ai été refusé à Saint-Luc à Bruxelles. Okay. Parce que j'étais nul. Vraiment, je savais pas dessiner. J'ai vraiment commencé à dessiner. Je dessinais sur mes marges, quoi, mais pas beaucoup plus que ça. Et donc, quand j'ai décidé de faire des études là-dedans, franchement, il y a un proche de la famille qui avait dit à mon père, franchement, ton fils, il a vraiment rien de spécial. Il devrait peut-être pas faire ça, je pense. Et franchement, il avait raison. Il avait raison de dire j'avais vraiment rien de spécial. J'étais pas bon dessinateur du tout. J'avais pas un bon feeling. J'avais pas très mauvaise mémoire visuelle. Bah, du coup, moi de voir ça m'inspire deux questions. La première, c'est signé Caroten en bas. Ça m'intrigue. En plus, copyright Caroten. Ça, c'est il y a quelque chose. Et la deuxième question, c'est du coup, t'as continué ces études quand même. Il y a bien eu, tu parles de feeling ou de quelque chose de spécial avec le dessin. Il y a quelque chose quand même qui s'est débloqué à un moment. Est-ce que tu aurais poursuivi toutes ces études si tu avais ce sentiment-là? Oui, alors attends, mais moi, c'est ce que les gens disaient, mais moi par contre, quand j'ai commencé à faire les études de Saint-Luc, j'étais gonflé d'une espèce d'ego de malade. J'étais là, mais oui, bien sûr, moi j'ai quelque chose à apporter à ce monde. Je vais leur apporter, je vais leur dire. Je me disais, j'ai un truc à raconter, j'ai un truc à dire et tout, mais c'était vraiment de la merde, hein, bien sûr. Mais ça m'a permis d'avoir vraiment la niaque. Et il y avait un truc aussi de. Comme j'avais laissé tomber des études brillantes qui m'assuraient un avenir pour lequel mon père avait travaillé toute sa vie pour donner un avenir à ses fils, etc. Et moi, j'avais un peu laissé tomber ça, et donc j'étais conscient de sacrifier quelque chose en fait en venant là-bas, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait que je prouve que c'était vraiment mon truc et que j'étais motivé. Et en fait, du coup, il y avait une espèce de j'avais un truc qui me drivait, quoi, là-dedans. Et donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais hyper motivé, je dessinais, j'étais là, ouah, je vais tout faire. J'étais très bon élève, genre très, tu vois, genre je fais les exercices qu'on me dit, je vais même faire un peu plus. C'est des études vraiment spécialisées bande dessinée, c'est pas de l'art visuel ou c'est vraiment. Ouais, c'était bande dessinée, bande dessinée et voilà, ouais. Et ouais, Caroten. Ah oui, donc Caroten quand même, c'était. Bah, je sais pas, enfin, c'était presque les années 2010, pas encore, c'était 2009, 2011, enfin, de 2009, 2010, c'était un peu le moment des blogs BD aussi, et de tout le monde a des pseudos, et voilà, c'est old school internet, quoi. On était tous là avec nos pseudos stupides et on savait même pas trop comment ça marchait les droits ou les trucs. Alors quand tu mettais sur internet, tu te dis ouais, il y a ton pote qui fait ouais, tu sais, ils vont te le piquer, ils vont faire un bouquin aux USA avec, et tout là. Je vais mettre copyright dessus. Mais ça c'est quand même une photo de fanzine, c'est pas très old school internet ça pour du. Ça c'est une photo de fanzine, c'est en deuxième, c'était un exercice, on devait faire un fanzine et moi j'ai fait ce truc là que j'aime encore beaucoup en fait. La BD juste avant, je l'aime bien encore, et celle-là je l'aime bien aussi, je la trouve marrante et voilà. Mais je trouve qu'il y a déjà des trucs, je trouve que c'est mieux que ce que j'ai fait après dans cette école toujours. Alors on va peut-être y venir. La drogue c'est mal, en vendre c'est très mal, c'est pour ça que le capitaine Justice veille. Ouais. Voilà.
Non, j'imaginais un gamin qui se met un petit pyjama et alors tu te dis ah putain il va se faire démonter le pauvre gamin et en fait il a vraiment des pouvoirs. Enfin il y a un truc, une petite blague quoi et tout. Et quel regard t'as là-dessus en fait? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça quand tu regardes ça maintenant ou tu trouves une continuité avec ce que t'as fait aussi éloigné que ça puisse paraître? Je vois. En fait moi quand je finis des trucs. J'arrive à les relire Enfin, je suis très nostalgique de mes propres. Enfin, je vais souvent voir mes anciens dessins et je me dis ah putain ça c'était bien, ça je le faisais bien et tout, et je sais plus faire ça et tout. Qu'est-ce que tu faisais bien là-dedans que tu sais je trouve ça chouette. J'aime bien l'histoire, j'aime bien comment c'est mené et je trouve que ça va loin dans le délire quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu difficile à convaincre comme ça là, mais voilà, ça je déteste. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a gardé dans les images qu'on voulait vous montrer parce que moi je trouve ça toujours assez fascinant de voir toutes les pistes les trucs que tu jettes un peu avant de savoir laquelle tu as envie de suivre. C'est atroce. Et alors je suis daltonien et en fait j'ai fait les couleurs de ce truc là et je voulais pas le faire aux couleurs mais on m'a un peu forcé. Déjà j'étais énervé pour ça parce qu'on me forçait. Moi je voulais faire de la bicro, j'avais lu Mazzucchelli et j'étais là wow, la bichromie c'est ça qu'il faut faire en fait. Et les gens me disaient non. Si à Saint-Luc-Liège il faut que tu fasses toutes les couleurs sinon ça veut dire que t'as pas assez travaillé. Et donc il y avait un peu ce truc-là, ça j'en avais voulu, je me rappelle, à mon équipe pédagogique. Mais après, bon voilà, c'est un peu, j'aurais pu faire autrement. Hein, mais disons que j'ai fait ces couleurs et je le savais pas à l'époque, mais je suis daltonien. Et en fait, j'ai fait ces couleurs et quelqu'un m'a dit mais pourquoi c'est vert? Et j'étais là, c'est vert. Voilà, c'est vraiment une BD atroce, je la déteste. Je la déteste vraiment profondément. Parce que c'est encore très manga, on voit qu'il y a. Ça ouais, fait partie des trucs que tu t'en lisais encore beaucoup du manga ou... J'en lisais pas mal, mais en fait, c'était très éloigné des trucs que j'avais appris à aimer aux études, et en fait, j'arrivais toujours pas. Donc, ça, c'était mon projet de fin de bachelor quand même. On est quand même dans un. Enfin, c'est quand même. Oh. C'est terrible de faire ça après 3 ans. On voit que ça te dérange vraiment de montrer ça. Mais non, ça va. Mais je veux dire, c'est juste très très éloigné de ce que j'aime et ce que je voulais faire en fait. Mais tu es parti du côté des comics aussi. On va passer un petit peu parce que c'est vrai que t'en as envoyé pas mal. Voilà, Annie, c'est quelqu'un de très généreux. Il m'a envoyé plein d'images, donc on va pas pouvoir tout commenter. Mais voilà, moi c'est quand même assez. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est rigolo. On voit des trucs qui partent dans tous les sens. Des fois, là, moi personnellement, quand je regarde ça, je commence à voir quand même quelque chose qu'on retrouve dans ce que tu fais derrière. Là, même dans les postures des personnages, dans le dessin qui se relâche un peu. Quoi. Je crois que tu m'as parlé de ça d'ailleurs, de certains enseignants qui t'ont un peu poussé vers ça, vers le fait de relâcher plus ton dessin, d'improviser un peu aussi. Ouais, donc parce qu'en fait j'ai fait un master après un master dans un autre établissement qui est toujours à Liège, à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Après mon bachelor. Et le bachelor, il avait une formation assez classique qui m'a vraiment un peu formé à être un dessinateur appliqué. Et au final, j'avais une approche très classique du récit, alors que je sentais que quelque part, j'avais une attirance pour des trucs. Bon, voilà, moi, Mazzucchelli, ça m'avait flingué la tête. J'étais là, moi, mais c'est dingue ce truc. Et en fait, quand je suis arrivé en master, donc il y a eu toute une équipe pédagogique qui m'a poussé à dire mais c'est quoi que tu veux faire en fait avec parce que je n'étais pas très content assez vite, j'étais pas très content de mon projet de fin de bachelor et je me disais il y a quelque chose que j'arrive pas à concilier et en fait il y a un prof en particulier qui s'appelle Francesco De Fourni. Qui nous a fait travailler, qui m'a dit en fait que dans mon dessin d'après nature, que j'en faisais beaucoup, il y avait quelque chose, il y avait une énergie qui était morte dans mon dessin imaginaire, de mon imagination. Et en fait, du coup, il m'a fait beaucoup travailler sur le fait de mélanger ces choses. Donc on a vu un extrait de carnet qui était le premier truc qu'il m'a fait faire, où je faisais vraiment des croquis d'après nature et je les transformais en BD. C'est ce truc rapiécé, ouais. Et vraiment d'embrasser un peu le crade.
Parce que je suis quelqu'un d'assez crade et de très très désorganisé. Et en fait, je sentais que j'essayais d'être un autre dessinateur. Et en fait, j'ai trouvé que quand j'ai commencé à faire des dessins où j'en avais un peu... J'essayais pas d'être propre, ils étaient plus vite meilleurs qu'un dessin où je pouvais passer des heures à essayer d'être un dessinateur propre. Et au final, le résultat était dans la moyenne de OK. Alors que là, il y avait vraiment un truc qui ressortait et je m'amusais vraiment. Et j'ai fait des tas de BD sans crayonner, sans découpage, sans rien prévoir de rien, genre celle-là. Ça se voit un peu, je crois. C'était de la BD pourquoi? Il y avait une finalité ou c'était de la BD pour le plaisir, gratuit, ou c'était pour tes études? C'était pour un fanzine. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire des fanzines avec des potes, donc de la micro-édition. En fait, on faisait des BD entre nous. Et moi, j'en improvisais beaucoup. Et je faisais beaucoup de petits fascicules ou de petits trucs. Pas forcément que je réimprimais, mais juste pour des livres. Je faisais ça sur des chutes, je dessinais partout, tout le temps. Et donc ça a été un pas hyper important parce que ça m'a vraiment fait déconstruire beaucoup ce que j'ai appris pendant 3 ans en fait. Okay. Et ça m'a vraiment fait me poser des questions sur trouver qu'est-ce qui m'intéresse dans la narration, qu'est-ce que je trouve bien dans une narration en fait. En tout cas là c'est pareil, on va développer ça après, mais je trouve aussi qu'on commence à voir arriver des constructions beaucoup plus nerveuses. Il y a un rythme assez... on sent qu'il se passe plein de choses dans une page comme ça. Ouais. Et puis vraiment revenir à des techniques hyper simples, genre noir et blanc. Moi, c'est ce que je préfère. En fait, du noir et blanc juste avec du trait où je me dis voilà, faut pas trop se poser de questions. Faut juste dessiner. Voilà, toujours des trucs insoutenables. Là, ça commence les trucs insoutenables, je dirais. Mais vraiment, genre quand quelqu'un est triste, vraiment, on zoome sur sa larme et tout. C'est que des trucs comme ça. Et j'adorais faire j'avais découvert que j'adorais faire les yeux comme ça. Mais ouais, tout ça, c'est des trucs qui sont venus au fur et à mesure, en fait. Et je trouvais des façons de raconter qui me plaisaient dans l'improvisation, en fait. Okay. Et du coup, tu te sens comment en sortant de tes études? Tu as l'impression d'avoir un peu compris ce que tu allais faire, ou tu as juste des outils et tu sais pas trop encore à quoi ça sert, quoi? J'ai fait une longue BD, un long projet de BD qui s'appelait Thumbs Up. Et je m'étais dit, ah ouais, là je tiens un truc, je crois. Mais j'essayais encore d'être vachement poli. Et à côté, j'avais fait beaucoup de trucs de dessin panique, un peu. Panique, c'est peut-être pas le terme, je connais pas assez ce terme pour le dire comme ça, mais de dessin un peu compulsif, quoi, je dirais, où je dessinais des trucs en écoutant plein de black metal. Je dessinais des gens bizarres et des trucs horribles, des fins du monde, des trucs qui me faisaient un peu marrer en même temps. Et en sortant de là, non, j'avais pas de job, pas de perspective d'avenir, et juste un projet que j'ai envoyé à des éditeurs, mais qui a été refusé partout. Et ce que je comprends, parce qu'il était très immature. Donc Thumbs Up, là, le projet que j'avais fait, et qui était composé de petits récits. En fait, c'était des petits récits qui en constituaient un grand, mais à chaque fois, je changeais un peu comme de paradigme dans chaque récit. Et voilà. Et en fait, en sortant de là, j'ai fait une année où j'ai galéré, quoi. J'ai galéré, je savais pas comment continuer à faire de la BD et tout. Et comment t'as fait alors on va peut-être y venir justement la partie suivante. Il en reste plein. Ouais, désolé, j'ai trop envoyé. Non, c'est très chouette, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on est obligé de les faire un petit peu défiler. Voilà, ça c'est Thumbs Up du coup. Hein? Ah ouais, ça c'est Thumbs Up, ouais, ça c'était le premier. C'est une bande dessinée que tu as menée quand même en entier. Non, il n'y a pas la fin. Il n'y a pas la fin. J'ai jamais dessiné la fin, je l'ai écrite, mais je l'ai pas dessinée parce que personne n'en voulait. Alors, puis il y avait plein de trucs. Je remettais des trucs perso dedans, je mélangeais un peu des trucs qui pouvaient m'être arrivés pour les faire arriver à des persos. Franchement, c'était cool parce que c'était déjà mon premier truc où je rencontrais des persos. Okay. Et je faisais un chemin avec des persos et je les inventais. Je me disais, il sera peut-être comme ça et comme ci. Et après, ça fait bosser la structure narrative, mais après, c'est surtout que moi, je m'étais pris d'affection pour les persos, quoi. Ça, c'est un truc dont tu as beaucoup parlé aussi après pour Comme un frisson, de voir les personnages un peu vivre leur vie. Ouais. Mais c'est un truc qui est vraiment hyper vrai pour mon travail en général. C'est que moi, j'imagine des persos, je les imagine d'une certaine façon, et quand je les dessine et quand je fais leur histoire, après, ils se comportent
parce que j'arrive pas à vraiment les faire comporter comme j'avais prévu, évidemment, parce que c'était juste une idée, et ils sont un peu différents. Et c'est un truc que je trouve très cool. Et en général, par contre, je leur fais toujours, et il leur arrive des trucs pas cool, quoi. Et ça, c'est... Ouais, alors c'est vrai qu'on peut peut-être lire celle-là, par exemple, dans les trucs pas cool. C'est quelqu'un qui, je sais pas si vous voyez bien, quelqu'un qui sort de... Une porte qui se claque voilà, devant lui. Il sort sous la neige. Il y a une espèce de grosse... C'est le bruit. Alors, je connaissais pas la neige, alors j'adorais le bruit de la neige sous les pas, je trouvais ça trop cool. Alors c'est écrit: dans le silence de la nuit, le crissement de la neige sous mes pieds lui donnait l'impression de piétiner ses espoirs brisés. Et il s'en va dans la nuit et dans la neige. Mais c'est bien parce que là tu ris en même temps, donc c'est ouais, en fait, ça me fait un peu rire et à la fois, mais c'est aussi un truc parce que moi je suis quelqu'un de un peu, je ris beaucoup et fort et trop, mais après il y a quelque part dans la BD, j'ai l'impression de pouvoir vraiment exprimer un truc profond de désespoir et de perte de soi, parce qu'il y a là c'est un peu encore humoristique, mais en même temps quelque part j'y suis à fond en fait. Moi j'y crois à fond et c'est ça, pour moi c'est hyper important, c'est d'y croire à fond. Et après c'est toujours un peu bizarre quand t'es là et on te lit un truc hyper déprimant, alors tu fais trop drôle, non? C'est un truc que t'arrives à doser ça dans ta production de... J'ai l'impression, arrête-moi si je dis une bêtise, mais que ça doit pas être facile en fait d'hésiter entre le premier et le second degré, tout simplement, quoi, d'avoir des émotions très frontales et puis à côté justement de t'en amuser un petit peu quand ça va trop loin dans le misérabilisme ou dans le... Ouais, je crois que je suis très premier degré moi. Quand je fais, ça dépend des projets et desquels je bosse, mais quand je fais un projet, quand je pense à un projet de BD, je suis très souvent très premier degré et après, moi, je mets de l'humour, mais d'une autre façon. Voilà. Cette deuxième partie de dégustation, ça y est, c'est fini toutes les questionnements. Ça y est, tu sais ce que tu veux faire maintenant, c'est bon. Et ouais. Voilà, j'ai trouvé. Ça, je crois que ça faisait juste plaisir de le mettre en grand format pour tout le monde. Alors voilà, c'est. Non, mais on revient à tes influences au cinéma, des trucs. Du Cronenberg, du Carpenter, des choses qui... En fait, Cronenberg surtout, ouais, ça c'était un gros déclic parce que j'ai vu, pendant un été, j'ai regardé plusieurs de ses films et ça m'a vraiment frappé comme un truc que après j'ai voulu reproduire une partie de ce ressenti un peu j'ai montré ces deux images parce que c'est les deux films que j'avais regardé cet été-là, le truc du flingue vissé comme ça, le truc de la chair palpitante comme ça, je trouvais ça hyper beau et en fait je me suis dit je vais essayer de faire une BD où on sent ce truc, ces espèces de body horror qui respire comme ça et tu sens que c'est un peu faux ou que ça devrait respirer là où ça respire pas normalement, ça respire là où ça devrait pas respirer et en fait je me suis dit que j'allais essayer de faire ça en dessin dans un récit, et donc c'est un récit qui est important pour moi parce que c'est un peu le premier récit que j'ai fait, donc c'est un récit court qui est la première fois où encore aujourd'hui je regarde ce récit et je me dis je l'aime encore beaucoup et je me dis c'est là que j'ai commencé à faire mon boulot en fait, mon boulot que je peux qualifier de mon boulot donc oui, c'était dans ce recueil qui est encore signé Carotène. Ouais, qui est encore signé Carotène, c'est vraiment à la limite du moment où j'arrête, je crois. Ou là il y a aussi un autre truc, tu parlais de couleurs tout à l'heure. Ouais. Je trouve on voit arriver des teintes, j'ai l'impression que ta production, alors c'est peut-être anecdotique, mais qu'on est souvent sur des teintes rose, rouge, orange, on reste souvent c'est un truc d'agression, je crois. Je sais pas si c'est un lien avec les trucs un peu sanguinolents qu'on a vu juste avant. Mais... Je pense, mais le rouge pour moi c'est hyper puissant parce que c'est le sang, c'est l'action, c'est le stress, c'est l'amour, c'est la colère, c'est plein de trucs, et donc pour moi je vois plus la couleur en bande dessinée, j'arrive même encore maintenant j'arrive pas à gérer la couleur en bande dessinée et pour moi ça si c'est un outil d'écriture ça marche dans ma tête, mais si c'est un aspect cosmétique j'ai un peu plus de mal en fait à savoir ce que je veux. Donc là pour toi c'est vraiment un usage, il faut que ça soit impactant et ça t'aide à faire un visuel très cash, et puis comme ça, voilà, tu vois, ça fait un espèce de fil en parallèle du dessin, et en parallèle de la compo tu suis un autre truc et ça te ramène à des trucs et tu peux faire des rappels, donc là il y a la plaie qui revient,
Mais... T'as mis quelques images de celui-là, je crois. Ouais, et alors surtout, ouais, celle-là à la limite, mais voilà, c'est un dessin plus libre. Mais voilà, c'est ça, c'est le récit dont je parlais, où c'est un mec qui a son frère siamois dans la main, quoi, enfin dans le bras. C'est une espèce de tête, on sait pas trop. Ouais, mais il s'appelle Trevor, donc voilà, c'est un gars super. Et puis voilà, c'est une histoire hyper triste parce qu'à la fin, comme il n'arrive pas à avoir une vie normale, il n'arrive pas à choper sa go là, et ben il va tuer son frère dans le lavabo, quoi. Et alors il y a ce truc de tuer quelqu'un dans un lavabo et tout. Et déjà et en fait c'est déjà un moment où moi j'ai fait beaucoup de BD improvisées et là j'essaye de réamener la structure dans l'improvisation, c'est-à-dire réamener des planches construites avec un peu plus pensées pour permettre à mon dessin un peu foufou d'avoir plus d'impact parce qu'il arriverait au bon endroit. Et ça, on en avait parlé, mais quelqu'un qui m'a fait vraiment bosser comme ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur moi et qui m'a fait bosser comme ça, c'est Benjamin Adam, qui est de Nantais, que je connaissais pas, que je connais à peine encore, et que j'avais lu sa BD L'Artigue et Prévert, et pour moi c'est une de mes références principales, ce bouquin. Ouais. Donc mais on sent que tu mets un enjeu énorme dans le médium bande dessinée pour mettre des choses qui... moi j'ai l'impression de voir plusieurs contradictions dans les choses dans toutes ces nombreuses choses que tu mets dans ta bande dessinée. Quand tu parles à la fois de trucs quasiment série B, sanguinolents, et en même temps de personnages qui vivent leur vie, donc on a un vrai caractère auquel tu vas t'attacher. Quand tu parles là aussi de faire des choses très construites, très structurées, mais aussi de garder un dessin très nerveux et très vivant. Moi, la lecture que je fais de ça, c'est j'ai l'impression que pour toi, faire un album de bande dessinée, ça doit être quelque chose quand même pour pouvoir mettre tout ça et que ça soit cohérent et que ça se tienne bien. Tu choisis pas une seule voie, ce qui serait certainement plus simple quand même. Mais en fait, je pense que, comme tu dis, je pense à une structure d'abord. Mais je sais très bien qu'elle va pas tenir en fait la structure parce que en fait ce que j'essaye beaucoup de faire quelque chose. Enfin maintenant je parle plus de maintenant, mais j'essaye vraiment de rendre les scènes d'action ou de violence ou comme ce sentiment que tu peux avoir parfois dans la vie que ça se passe trop vite et en fait tu comprends pas ce qui se passe vraiment. Il y a un truc de waouh, c'est ça qui se passe. Est-ce que ça se passe vraiment? Les personnages sont jamais sûrs, ils hésitent, ils sont là. Et j'aime bien qu'on sente que les persos savent pas ce qu'ils font. Parce que moi, souvent dans la vie, je sais pas trop ce que je fais. Et quand je me suis retrouvé dans des situations extrêmes, extrêmes, je veux dire hors de l'ordinaire. Je veux dire, j'ai vite vu la situation m'échapper complètement. Et donc c'est un truc sur lequel je bosse beaucoup. Et donc quand je fais une structure, je sais qu'elle va peut-être pas ressortir comme une structure parfaite en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est quoi, c'est une espèce de cadre que tu vas suivre, mais dans lequel tu pourras encore te permettre beaucoup de choses, quoi. Enfin, oui, c'est sûr. Parce que je fais pas des plans très très précis non plus. Alors là, Tingling par Caroten, c'est voilà, ça, c'est Tingling. Ouais, Tingling. C'est c'est l'amorce de quelque chose qui est devenu comme un frisson, qui s'est appelé autrement après, qui a été signé aussi à Nice El Amaury. Ouais. Donc ça a été quand même donc ce livre. Alors là, c'est des pages, je crois, qui sont pas dans le livre. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'était dans mon dossier, et puis cette séquence, je l'ai complètement enlevée de. Et alors, quand tu as démarré cette alors oui, bon, du coup tu as fait des allers-retours, effectivement. Il y a eu ce premier dossier qui s'appelait Tingling, où tu étais encore dans cette démarche-là. Là, tu démarrais... Qu'est-ce que tu démarrais en fait pour toi là? Tu t'es dit tu savais ce que tu voulais mettre là-dedans? En fait, je venais de passer une année fauché comme les blés avec mon ex, qui était encore ma copine à l'époque. Et on n'avait pas un radis, on voulait faire de la BD, on faisait un peu du fanzine, ça marchait pas, on était déprimés, on comptait les trajets de bus, enfin vraiment, on était déprimés, on avait passé une année à Bruxelles et ça se passait pas bien du tout. Et moi j'ai dit, bon, allez, je fais un dernier truc, j'essaye de faire un dernier truc pour à ma sauce, quoi, comme j'ai envie. Et j'avais ce projet dans la tête d'une histoire avec une personne qui a le pouvoir de sentir le danger comme Spider-Man, mais qui est trop nul pour en faire quoi que ce soit. Okay. Et
Et donc ça c'est le point de départ de ma réflexion sur ce projet, et c'est vraiment un coup de tête. J'ai pas fait de récit long avant, donc je commence à faire un dossier, je commence à faire des planches, à écrire un scénario, et c'est un peu le truc qui me drive, sachant que j'ai un boulot alimentaire à côté, et en fait j'envoie ça pour un dossier d'aide aux auteurs, aux jeunes auteurs, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc je prends des rendez-vous pour voir comment ils font leur dossier, et alors je fais un dossier, alors je l'envoie, et en juillet je l'envoie, et après je pars en Italie pour un truc rien à voir. On essaye de vivre autre part en fait, tout simplement, et je vais bosser dans une assoce en Italie, et en fait ce truc est en... Pourquoi l'Italie? C'est vraiment un truc rien à voir, t'es parti un peu au hasard ou... Du coup, mon ex, elle est italienne, et c'était un compromis, quoi. Elle détestait la Belgique. Du coup, moi je suis allé à Bologne. C'est encore toute une histoire parce que c'est tout un gros chapitre de ma vie, Bologne. Et puis, c'est l'Italie, c'est un pays avec lequel tu as gardé des liens aussi après. Oui, etc. Oui, à Bologne, j'ai vraiment une espèce de deuxième maison. C'est une ville très importante pour moi, et les gens que j'ai rencontrés sont très, 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 très importants pour moi en fait. Et en fait, donc, j'envoie ce dossier, et c'est un peu le projet qui est là, que j'ai écrit le scénario, je pense que j'ai écrit dans le dossier, je sais pas vraiment comment ça va se passer dedans, mais bon, j'écris comme ça moi, et j'expliquais un peu la fin et la structure de mon récit, mais sans qu'il y ait le ressenti et un peu les trucs que je voulais mettre dedans, mais c'était très immature quand même, je pense, ce dossier. En plus, c'était quelque chose d'une certaine envergure quand même. C'était pas un récit de 30 pages, quoi. J'avais prévu 180 pages, je crois. Et voilà, je suis parti là-dessus. Et donc, arrivé en Italie, j'ai commencé. Et ça, c'est ça, pour moi, c'est important de dire que j'ai fait ce dossier avant. Parce que entre-temps, j'ai fait ce projet qui s'appelle Lâcher les chiens. Et qui, à mon avis, a fait que comme un frisson, c'était pas un mauvais livre. Parce que en fait, entre-temps, j'ai donc en gros petite histoire dans la grande. Donc je suis arrivé en Italie, on s'est séparés très vite avec ma copine. Et en fait, moi, j'étais dans une ville où je parlais pas super bien la langue. J'avais beaucoup de temps devant moi. Et en fait, j'ai commencé à faire des BD une fois par semaine. Une fois par semaine, je faisais une BD sur un Tumblr à l'époque. Voilà, l'époque de Tumblr. Et en fait, j'ai appelé ça Lâcher les chiens. Je savais pas pourquoi. Je trouvais que ça sonnait bien, et j'ai commencé je les faisais en italien et en français. C'était un peu un truc pour... Et en fait, je me suis lancé dans ce truc de façon très compulsive, en sachant pas. Je me disais, si elles sont pas bien, tant pis. Je fais juste du noir et blanc. Je fais rien d'autre, rien de spécial. Je voulais que ça aille vite. Je les faisais en 2 heures, même pas. Et je savais pas. J'avais une vague idée. C'est vrai qu'on voit ce qui a alimenté ton projet qu'il y avait en arrière-plan. Et moi, cette page, je trouve intéressant de s'arrêter dessus 30 secondes parce que c'est deux gars qui ont l'air de zoner un peu, qui bavardent. Il y en a un qui dit, dans les films, on voit pas mal de ratés. Des gens qui savent pas quoi faire, qui déçoivent tout le monde. Et puis, il réfléchit un peu, il dit, il y a toujours le moment où le taré, en fait, il joue trop bien du piano, ou la gamine, en fait, elle parle aux animaux, le nul de la classe, en fait, est spécialement doué au poker, etc. Son pote n'a pas l'air de voir où il veut en venir. Et puis en fait la question c'est il se passe quoi quand en fait t'as juste rien de spécial. Et moi je trouve ça super intéressant. Ça finit par alors personne n'en a rien à foutre. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent Comme un frisson, mais pas que. Cette question des gens, t'as parlé des gens nuls, des gens peut-être qui servent à rien. Alors c'est plein de mots très très durs à mettre parce que c'est une idée que se font des gens sur d'autres gens évidemment, quoi. Mais qui a l'air de beaucoup de travailler ça, à la fois cette position de la personne inutile, pas douée, ratée, et puis du coup son lien avec je trouve que là pour le coup Comme un frisson exploite beaucoup ça, le lien qu'il va y avoir dans une société où justement il y a une injonction tout le temps à ce qu'il se passe des choses, à servir à quelque chose, à s'intégrer, etc., quoi.
Ouais, c'est hyper important pour moi en fait ce truc des jeux des nuls. Parce que ouais, c'est comme tu dis, qui servent à rien. Enfin, c'est toute une réflexion aussi. C'est quoi servir à quelque chose ou mais oui, en fait, moi j'aime bien des persos qui sont abandonnés quelque part en fait, et parce que j'ai envie de, je sais pas pourquoi exactement, mais il y a effectivement souvent ce truc, et ça m'intéresse parce que la structure du récit normalement c'est un peu ça, c'est un peu se dire mais un moment ça va aller, un moment c'est cool, genre c'est très parlant dans des séries américaines où au début tu vois des gens qui sont tous horribles, Oui. et au bout de quelques saisons en fait tu te dis bon en fait ils sont tous cool et il leur arrive tous des trucs cool, comme je sais pas, je vais dire ça, mais dans Friends à la fin ils ont tous un boulot de bourgeois et ils sont tous mariés, etc., alors qu'au début ils ont tous un côté quand même un peu voilà, c'est un exemple de base, mais et donc moi ça m'intéressait vraiment, je veux dire, mais j'ai eu l'impression pendant beaucoup de mon adolescence que j'étais dans un milieu où on nous disait ah ouais, en fait la vie c'est une autoroute, c'est facile, il faut la suivre et faut juste pas faire d'erreurs. Et puis après, quand je suis arrivé à Saint-Luc-Liège, j'ai vu plein de gens qui avaient fait des tas d'erreurs, quoi, et que c'était pas des erreurs, enfin que c'était pas grave et qu'il y avait toujours mille moyens de faire les choses et tout. Et voilà, je trouve que je sais pas trop où je vais avec ça, mais Non, mais peut-être nulle part, et c'est pas grave non plus. Ouais. Et donc, c'est Comme un frisson, donc, qui est devenu finalement ton premier ouvrage édité ouais, par un éditeur nantais, Vite Cocan, qui est installé Ouais. à côté, dont je fais un petit peu partie. ouais, Euh, moi, c'est un livre que j'ai trouvé. Enfin, ça a été un livre, j'imagine, quand même assez important dans ton parcours. Ça a été le premier édité comme ça. C'est un livre pour lequel tu as eu aussi ce qu'on appelle un prix Révélation. ce qu'on appelle un prix. Oui, parce que c'est toujours bizarre les révélations. On attend que les gens te révèlent pour que tu sois une révélation. C'est un peu, mais bon. T'es découvert. Mais c'est une reconnaissance quand même, quoi. Oui. Moi, je fais un aparté. Du coup, j'ai découvert ça en tant que membre de cette association. Moi, honnêtement, j'ai été assez bluffé parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la volonté de structurer un récit, puis après de la place que tu laisses à. On a reçu un dossier où il y avait une intention très 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 forte. Effectivement, sur le chemin que tu allais prendre, on savait pas tout à fait. On avait super envie de te faire confiance. On savait pas exactement comment tu allais arriver au bout, quoi. Moi non plus. Et voilà, alors c'est une anecdote, et du coup moi mon point de vue a été, moi j'ai pas travaillé du coup sur ce livre avec toi, j'ai découvert après le livre fini et j'étais un peu scotché parce que bah merde, en fait tous les doutes que j'avais au début, il y avait pas de problème, c'est un truc très cohérent, où finalement tu as réussi à tisser un truc comme ça sur 180 pages, honnêtement pour un premier livre comme ça. Alors je sais pas, du coup, est-ce que tu t'es quand même forcé à faire ce qu'on appelle un chemin de fer, un découpage précis sur la durée, quitte à l'éclater après, ou est-ce que tu t'es laissé, t'as avancé comment en fait sur ce livre? Alors, en fait, moi j'avais été très conforté dans une certaine, enfin donc notamment avec Lâcher les chiens, qui est en fait mon premier livre. Lâcher les chiens, puisqu'il a été édité en Italie par une micro-édition certes, mais c'était 500 exemplaires, j'avais jamais eu autant d'exemplaires, et puis il y avait eu un boulot éditorial derrière par la maison d'édition Délé Billet, et c'était une expérience incroyable, et ça m'a vraiment marqué, et en fait ça m'a donné un confort par rapport à mon propre langage personnel, et un peu plus de trucs de ok, je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive à faire ce que je veux un peu. Je sais pas trop comment ça marche, mais du coup je me suis dit je vais juste y aller parce que c'est comme ça que je fais des trucs bien. Quand j'essaye trop de me casser la tête, c'est pas bien en fait. Et je trouve quoi. Moi je me trouve meilleur quand je me pose moins de questions. Et après, il faut apprendre à enlever les questions le moment que tu fais. Mais donc, comme un frisson, au final, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à faire le découpage et à écrire l'histoire. Et j'avais un chemin de fer. Je m'étais dit, je vais faire 180 pages. Et puis après, c'est 160 au final. Et en fait, j'ai fait des petits carrés. Et j'avais des espèces de notes. On va en voir
un pour mon autre projet tout à l'heure, mais c'est juste des notes avec marqué. J'avais marqué un point où ici il faut qu'il se soit passé ça parce que c'est la moitié du récit et il fallait genre le personnage principal à un moment elle se fait raser la moitié de la tête et pour moi c'était important comme que ça se passe à la moitié du récit, pas après parce que sinon c'est pas assez présent dans le livre. Mais ça veut dire que pour toi, l'écriture de bande dessinée, c'est un truc, évidemment que tu travailles depuis longtemps, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir un rapport assez intuitif à ça en fait? C'est Oui, vraiment un complètement. langage que tu as. Oui. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, j'ai des scènes animées où j'ai comme des trucs qui s'approchent plus d'un film avec de la musique ou du silence ou du bruit, etc. Et en fait, je vais essayer de le reproduire en bande dessinée, en reproduire le ressenti, quoi. Et donc, c'est bosser avec un médium pour donner. Pour faire ressentir des émotions que moi je ressens. Je sais pas si c'est clair, mais je ne pense pas en bande dessinée. Je crée une bande dessinée tout de suite, c'est-à-dire que ma première écriture, moi je pense beaucoup au scénar, et puis après je pense à des scènes, et en fait je vais faire ces scènes, voir comment j'arrive à les mettre en page, et après aller un peu spontanément d'une scène à l'autre en essayant en essayant que ce soit fluide. C'est très important pour moi qu'on ressente les personnages, que je réécris beaucoup les dialogues. J'ai envie que ce soit immersif en fait. J'aimerais que quelqu'un qui lise cette bande dessinée, il oublie un peu que ce soit une bande dessinée. C'est un peu le délire, sans vraiment, enfin je sais pas si c'est clair, mais qui se disent juste ah ouais, il se passe ça, et moi, dans ma tête, je sais que c'est une bande dessinée, et je sais que ça peut être qu'une bande dessinée. Je peux pas le faire autrement, quoi. Ouais. Alors très rapidement, donc c'est l'histoire de ce personnage là qu'on voit à gauche sur la couverture, qui s'appelle Renata, qui est dans une passe très très difficile de sa vie, qui a des problèmes familiaux, qui n'arrive pas à vivre de son écriture, enfin il y a effectivement cette question de pouvoir dont tu avais parlé tout à l'heure, mais voilà, la situation est celle-là, et vraiment en un mot, ce qui va être important pour elle, ça va être sa rencontre avec les deux autres personnages qu'on voit sur la couve, là, donc qui sont Corbeau et Beluga, et qui est une rencontre très étonnante parce que c'est des gens très très violents, très marginaux, et finalement on a l'impression que c'est avec eux qu'elle va réussir à se trouver un cadre et des repères et un semblant de famille quasiment, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai déjà un peu soulevé, là on a parlé, alors là il y a la couverture italienne aussi, qu'on a parlé de ces histoires vraiment de raté, de rapport au monde autour qui a l'air, moi j'ai l'impression dans ce livre-là, on dirait que tout est potentiellement une agression dans la vie. Tu parlais de l'écriture et du langage, c'est pour ça que je te demandais les questions de découpage, parce que là tu as mis quelques pages, il y a un usage qui est fait vraiment de la composition des pages qui est quand même assez fort, moi je trouve, sur le rythme. C'est un livre qui a une lecture très électrique, quoi. Voilà, je comprends ce que tu dis quand tu dis que des fois on comprend pas trop ce qui se passe dans la vie, les scènes elles s'enquillent comme ça et puis paf, il s'est passé 6 mois, bah là il s'est passé 20 pages, et c'est un peu comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est ce que tu dis, c'est une question de rythme parce que en fait, moi je sens c'est tout. La planche, c'est un espace c'est un espace, mais c'est aussi un temps en fait. Et en bande dessinée, pour moi, c'est hyper important le rythme. C'est comme un métronome, et parfois tu peux le faire aller plus vite ou parfois pas. Et en fait, ces trucs de composition de page, pour moi, tout ça, c'est une question de rythme. Il y a vraiment un truc de tournée de page. J'ai l'impression de faire des zooms j'ai vraiment l'impression d'avoir une caméra et de faire un moment de mettre du silence. Mais c'est vrai qu'une page comme ça, on a l'impression de plans très très courts, hein, au moment où on voit tous les shots s'accumuler là, et puis après tout d'un coup il y a un plan qui dure 5 minutes avec ces deux silhouettes qui pourtant sont pas du tout les mêmes, mais qui toutes les deux ont une attitude beaucoup plus posée. Enfin là dans la même page t'abordes des rythmes très très variés, quoi. Ouais, et en fait c'est toujours en fait dans une espèce de, c'est comme si je découpais la structure, je découpais une scène en petites scènes
qui s'enchaînent les unes avec les autres, et donc à chaque fois c'est comme des récits courts que je clôt. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, celle-là je l'ai mise, je l'aime vraiment beaucoup. Genre, moi j'ai écrit ce truc-là et je comprends pas pourquoi je l'ai écrit en fait. Et ça j'adore. En fait, quand j'écris des trucs, et en fait c'est un peu vague, je comprends pas trop où elle veut en venir, et je me dis, ah mais en fait je sais pas trop pourquoi, parce que là je l'ai dessinée, elle a l'air pas bien du tout, et elle dit des trucs genre, ah je suis vraiment bien. Et Ça finit sur une espèce de blackout énorme, ouais, mais en fait c'est plutôt positif. et ce truc de la canette qui revient, j'avais pas prévu. En fait, j'ai juste dessiné la canette. Je me suis dit, ah, c'est juste en dessous, je pourrais faire la canette à nouveau, comme si elle regardait, comme t'es méga bourré et tu te concentres sur un truc. Et ça, c'est des trucs que j'adore, qui se passent que je trouve magique dans la BD. C'est que des fois, t'as mis un élément. Et en fait, t'arrives à le réinvoquer plus tard. T'avais pas prévu de le réinvoquer, mais tu le fais parce qu'en fait, ton univers il est devenu comme réel. En fait, c'est comme devenu un truc auquel tu as accès. C'est super beau parce que tu acceptes aussi que tu n'as pas de contrôle dessus. C'est super. Est-ce que là, en travaillant 180 pages, tu as été encore un peu, enfin 160 au final, tu as été un peu plus loin dans la définition de ce que tu avais envie de faire, ou tu as l'impression qu'il y a encore une marge énorme et que ça peut partir dans plein d'autres directions C'est dur à dire. Le livre est sorti il y a bientôt 3 ans. Ouais, 3 ans là. Tu vas avoir déjà un peu de recul dessus aussi. Ouais. Ben, franchement, je suis hyper content de ce livre. Je suis hyper fier de ce livre. Je suis vraiment content qu'il existe. Et puis, enfin, je sais pas, ça m'a fait hyper plaisir parce que je m'attendais pas du tout. Je pense que Vite Cocagne s'attendait pas non plus à ce qu'on ait autant de retours dessus. Et on en a eu, enfin voilà, à mon échelle bien sûr, enfin mais moi j'ai eu vraiment beaucoup de retours dessus. Enfin je sais pas, c'était vraiment beau et agréable. C'était vraiment un truc, vraiment un livre très important pour moi. J'étais trop reconnaissant. Enfin moi je suis vraiment Vite Cocagne, ils m'ont fait confiance sur 1000 trucs. C'était vraiment incroyable quoi. Et c'est un livre et comme je te disais, c'est le truc que j'avais décidé, allez je fais ce truc perso et puis j'arrête, j'essaye de faire un truc pour éditeur un peu calibré, et je pense que ça n'aurait pas marché parce que je suis pas très bon pour ça. Et j'étais surtout à l'époque. Et en fait ça a marché quoi. Ça a marché quoi. Et là, c'est vraiment cool. Il y a des gens des générations différentes qui viennent, qui ont été touchés par le récit, et ça me fait plaisir parce que. Et aussi, c'est un récit que je pensais pas qu'il serait aussi intime, et en fait, il est devenu hyper intime. Et pour plein de raisons, il y a des trucs. C'est pas autobiographique du tout, mais il y a plein d'aspects. Enfin, moi, c'est ma façon d'écrire, c'est que j'essaye de me mettre tellement dans la peau de personnages que je leur fais. C'est comme s'il y a des choses que je connais ou que j'ai vécues dans la vie que j'essaye de transmettre à eux, qu'ils auraient vécu jusqu'à ce qu'ils deviennent plus réels que moi, ou je sais pas si ça. Mais il y a un truc comme ça, quoi. Et ici, moi, quand j'ai fini le livre, j'étais vraiment triste de quitter les personnages, et l'histoire est aussi très triste. Alors. C'est un truc qui m'avait. Alors. Pas dans le livre, mais dans ce qui m'avait un peu amusé, le jury qui t'avait remis le prix à Saint-Malo. Plusieurs pensaient que tu étais une fille parce que c'est l'histoire d'une fille, et je me dis là t'as gagné un peu parce que ça veut dire qu'il y a une empathie énorme avec les personnages, et qu'on on se dit que tu leur as donné une vraie consistance et une existence quasi autonome quoi. C'est un peu ouais ça alors c'est arrivé plusieurs fois, et effectivement bon, par ailleurs c'est un truc un peu bizarre de dire faut forcément être une fille pour parler d'une fille. Mais ouais, et alors je sais pas, il y a plusieurs aspects là-dedans je pense, mais c'est vrai que en fait je me suis rendu compte, je me suis retourné sur mes travaux, et c'est très souvent des filles mes personnages principaux en fait, où il y en a souvent, et en fait il y avait une lectrice qui était venue me voir à Angoulême, et elle s'est arrêtée devant moi et elle a fait oh je croyais que vous étiez une femme. Et en fait il y a des fois où ça m'énerve, et il y a des fois où ça me flatte hyper fort, parce qu'en fait moi ça m'a touché hyper fort qu'une femme a cru que j'étais une femme, parce que elle a dit mais je pensais pas qu'un homme m'aurait écrit ça, parce que déjà alors elle est pas du tout sexualisée, c'est pas du tout un personnage qui est sexualisé, c'est pas je sais pas exactement à quoi ça tient, mais moi ça m'a quand même des fois ça m'a quand même touché ça quoi.
que je me suis dit, ok, j'ai réussi à faire comprendre ce perso, quoi, qui est un peu moi à des égards et pas moi à plein d'autres égards, quoi. Heureusement. Là, il y a une image en plein milieu qui a priori a rien à voir. Mais... Oui, c'est parce que la dernière réplique du livre, c'est une référence à ce manga que je lisais quand j'étais ado, et j'adore ce manga, il est trop bien. Et voilà, s'enflammer comme un éclair. Alors, ensuite, on va passer peut-être un peu plus rapidement sur plusieurs récits plus courts que tu as fait ou sur des choses aussi, ce qu'on appelle les mignardises, des choses un peu connexes à ton travail direct de bande dessinée. En tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est que il y a une envie, j'ai l'impression, de produire toujours. Il y a toujours cette envie de produire assez régulièrement, qui passe beaucoup par le fanzine, par le collectif aussi. C'est ce qu'on va voir avec le collectif Boomville, dont tu parles un peu après. Ça, c'est quelque chose, toi, les deux sont complètement dissociables. Travailler dans un temps long de l'édition et quelque chose de beaucoup plus spontané du fanzine, tu veux garder absolument ces deux choses-là, ou tu te poses même pas la question, en fait, quoi. En fait, j'adore ça, travailler dans le fanzine, et faire plein d'histoires aussi, c'est important pour moi, mais aussi la BD, c'est un de mes moyens d'expression de prédilection, donc je trouve qu'il y a une subtilité qu'on touche là-dedans, dans la bande dessinée, qui est pas autre part, en fait, parce que tu peux ne pas parler de tout. Et donc là, par exemple, les trucs de The Thing, c'est un truc qui parle de quelque chose que j'ai vraiment du mal, dont j'ai vraiment du mal à parler, qui est mon rapport à ma double nationalité, un espèce de déracinement à l'origine qui s'est fait, et en fait je trouve que la BD, elle m'a donné le pouvoir de parler de ça en montrant autre chose et en réussissant en fait à le capter encore mieux parce que c'est plus flou, et je l'ai utilisé de nombreuses fois pour des choses très personnelles, en fait, la bande dessinée, donc pour ce récit là, mais pour un autre récit qui s'appelle Elle, dont qui parle de deuil, et donc c'est un truc hyper intime pour moi, la bande dessinée. C'est important d'en garder pour moi une forme d'expression directe. Je fais souvent des bandes dessinées à mes amis ou à mes amoureuses, ou c'est un truc, c'est une façon de s'exprimer que je trouve hyper belle, en fait. Il y a un truc là-dedans, et donc le fanzine, ça le rejoint. Maintenant, voilà, avec le temps, je sais pas, avec le temps, c'est par exemple en ce moment, moi je fais un pas en arrière par rapport au fanzine parce que j'ai plus le temps, quoi. J'ai plus trop le temps ou plus l'énergie de me lancer dans une édition, etc. Et des fois j'en ai l'envie, mais donc ça dépend des moments. Mais pour moi c'est hyper important, et c'est pas lié. Et ouais, comme on va le voir, je pense que c'est aussi le fanzine, c'est aussi être en stand avec ça. C'est moi à Angoulême, premier Angoulême que j'ai fait avec mes amis de Salade de Frites. On avait un fanzine qui s'appelait Salade de Frites, voilà, hyper, voilà. Et qu'on trouve assez souvent en bande dessinée. C'est vrai qu'il y a la bande dessinée, c'est quand même une pratique qui est assez solitaire, individuelle, avec un statut libéral, etc. Donc c'est un truc qu'on retrouve très souvent quand même, le besoin de cumuler avec une pratique très collégiale, avec des collectifs, des fanzines, etc. Enfin, de pouvoir mélanger un peu ça, parce que c'est quelque chose que tu as fait pareil sans te poser de questions, ou il y avait vraiment besoin d'avoir ce truc-là, une sorte de soupape avec Bah là, on était juste des potes, on faisait tous nos fanzines ensemble, on buvait des bières, on faisait des fanzines, et puis après on rigolait à 1000%. Je pense qu'on s'était tous cotisés pour payer une petite table, on était 15 derrière à manger des sandwichs au pâté. C'était hyper bordélique, mais c'est trop drôle, c'était trop bien. C'est ma famille, quoi. Salade de frites, c'est vraiment, je les aime d'amour, quoi. Ça fait des liens qui, je sais pas, c'était un truc, quoi. Et donc après, on a fait Brumeville beaucoup plus récemment avec deux amis, dont un qui était déjà dans Salade de frites, Docteur Lunet et Thomas Vermeer. Et en fait, ça c'est pareil, nous on est entre amis, on aime bien faire des livres, on aime bien avoir des stands, on veut pas que ça devienne un gros truc, on veut jamais que ça nous pourrisse la vie, en fait. On veut que ça soit un moyen pour nous d'imprimer nos fanzines si on a envie, d'imprimer le fanzine d'amis qu'on trouve important, que ce serait cool que des gens le lisent, mais c'est jamais trop réfléchi. Quand on fait nos réunions, on discute pendant 1 heure, et après on fait bon, on ouvre des bières, et puis voilà, on parle d'autre chose, et moi c'est vraiment, mais c'est deux amis qui sont hyper importants pour moi, et genre
Je suis trop content de faire des choses avec eux. On a fait des expos mon expo préférée que j'ai faite, c'est avec eux parce que il y a une image, je crois. C'est pas une expo de BD au final. On a fait un mur. Un mur comme si un enquêteur faisait une enquête dans une cave et était fou quoi. Et ça m'a fait trop rire. J'ai mon ami Thomas, il a fait un gun en céramique. Et tout ça, c'est des trucs que moi je ferais jamais. Moi, je sais juste dessiner et faire des BD, c'est tout quoi. Et en fait, je trouve que ce truc de groupe, eh ben, ça m'amène à plein de choses que je ferais jamais et dont je peux faire partie du coup. Et c'est super. Et ça continue, ça. Brumville, c'est quelque chose Brumville, ça continue. Maintenant, c'est sûr que ça a un petit plomb dans l'aile parce que moi, je suis très occupé avec mes projets. Et puis, un des membres a ouvert une librairie, donc ça lui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas très grave que ça soit plus lent en ce moment, mais si on a envie, on redémarrera. Voilà, des trucs que j'ai fait sur Brumville, voilà, Thibaut Gallet, un type super. Ça, il y a pas mal des images qu'on vous montre depuis tout à l'heure, si vous avez 5 minutes après, que vous pourrez feuilleter, qui sont sur la table ici. Plus que juste des images rapidement. C'est une BD qu'on a fait à 3, c'était trop bien quoi. Moi j'ai fait les crayonnés, on a fait l'histoire. Et Brumville, ça veut dire quoi? Brumville, ça veut dire quoi? Ça vient d'où le nom? C'est arrivé. Je crois que j'étais avec Maxime, donc Docteur Lunet, un des fondateurs. On a dit ouais, on devrait faire un fanzine ensemble. Ouais, on l'appellerait un truc genre Brumville ou un truc comme ça. Voilà. Okay. Et, parce qu'on était on est toujours fan de noir, en fait, de romans noirs, et c'est un peu l'idée de base. Ouais, voilà, un stand, typiquement. Et moi, ça m'a permis de sortir mes fanzines sous le truc Brumville. Et on a un stand, on va à Angoulême avec ça, avec la Fédé. Donc c'est cool, c'est nous. Ouais. On voit pas la tête de Thomas. Et voilà, ça c'est l'expo. Et j'adore cette expo. En fait, c'est vraiment... J'étais trop triste parce qu'on l'a faite que deux jours. Et j'étais là, mais on avait mis un GSM au mur et on avait mis une carte SIM dedans. Et donc quand les gens regardaient l'expo, on l'appelait comme ça, le téléphone vibrait sur le mur. Il y avait marqué appel un mystérieux inconnu appel. C'était super con quoi. C'est que des délires on avait mis plein de fausses preuves au mur, je sais pas, c'était trop drôle. À la fin du vernissage, on a arrêté un de nos potes, on a dit c'est toi le meurtrier et on l'a arrêté. C'était trop bien quoi. C'était Est-ce que, alors c'est peut-être une analyse un peu facile, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu récréatif par rapport à tes productions personnelles où tu mets des sujets beaucoup plus lourds? Là, j'ai l'impression de trucs beaucoup plus légers. Oui. C'est peut-être un peu facile, mais c'est... Bon, mon esprit, la façon dont j'aborde ça est récréatif, mais en fait un peu pro aussi. Les fanzines que je vais faire, ils sont parfois plus extrêmes parce que c'est des fanzines, alors je m'en fous. Voilà, Thomas et son gun. T'as mis aussi un petit fanzine que t'as réalisé qui s'appelle Elle. Ouais, voilà. Bah ça, pour le coup, je trouve ça vraiment extrême. Déjà au niveau du style graphique, là c'est vraiment un truc d'exploration. Donc c'est un rêve que j'ai fait, que j'ai mis en image, et donc il y avait tout le principe d'essayer de rendre cette espèce de vision assez vague d'un rêve. Et quand je fais du fanzine, j'ai moins de stress avec il faut bien dessiner ou il faut faire ci comme ça. Et quand je fais un livre, des fois j'ai un peu des retours de ça, il faut quand même que ce soit bien fait. Oh non, j'ai pas fait de décor depuis 4 cases, peut-être qu'il faudrait que je fasse un décor. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des recherches, mais j'ai pas envie. Alors voilà, je le fais pas au final. Mais... c'est sûr que c'est un truc qui revient très souvent avec le fanzine, c'est que c'est la contrepartie c'est quelque chose où il y a aucune économie, la contrepartie c'est qu'il y a une liberté totale. Ouais. Et c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans le travail des illustrateurs, de se garder comme ça, quasiment comme un terrain de jeu en fait dans le fanzine. Ouais, c'est un terrain de jeu, un terrain de recherche beaucoup aussi, parce que chaque proposition pour un fanzine, c'est aussi l'occasion de refaire un récit court qui a un début, une fin, se dire ça c'est fait, ça existe, je peux explorer ça. Il y a plein de trucs, on peut essayer plein de choses, c'est hyper intéressant. Moi je trouve ça fascinant, les histoires courtes, ça m'a manqué beaucoup comme un frisson de le faire. Et là ça me manque un petit peu aussi, mais ces derniers temps j'en ai fait quelques-unes, donc c'est cool. Ouais, voilà, des trucs, voilà, ce truc-là, je peux le faire que... Donc tu dessines toujours... Est-ce que tu gardes une pratique du dessin gratuit, du dessin vraiment pour le plaisir? J'aimerais bien, mais non, pas trop.
Genre, ça m'arrive quand je suis dans des réunions, je dessine beaucoup, mais ou quand j'ai pas envie de dessiner, quand je suis bloqué sur un truc, je vais dessiner, mais j'ai du mal à m'asseoir devant une feuille et me dire allez, maintenant je dessine des choses qui ne sont pas importantes. Ouais. En fait, c'est devenu un boulot, quoi. C'est mon boulot. Bah oui. Ça c'est sûr, hein, mais c'est bien. Hein, je suis content, hein, mais c'est vrai que j'ai perdu une certaine, ouais, voilà, des illus, voilà. J'ai mis ça comme ça, les gens ils savent que je fais un peu de couleur quand même, ça m'arrive. Et donc la dernière partie, c'est sur ce que tu as envie de faire maintenant, ce que tu as déjà enclenché, la suite que tu as envie de donner à tout ça. In Vino Veritas, donc c'est un projet qui s'appelle Il Brûle, sur lequel tu travailles depuis un moment déjà, que tu as commencé à rendre physique via justement plusieurs productions fanzines. Il y a 2 tomes, je crois, enfin 3 maintenant, qui sont Et alors là, j'ai l'impression que t'as décidé peut-être de t'éloigner un petit peu de tous les thèmes qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. T'es parti sur quelque chose. Enfin, c'est notamment pour ce projet que t'es venu faire ta résidence ici à Maison Fumetti à Nantes. En tout cas, l'impression que ça donne, c'est de quelque chose de. C'est encore une étape supérieure, je trouve, dans la structuration. Il y a une vraie ambition derrière de certains thèmes que tu veux mettre dedans. Quand on a vu le dossier, on a senti quelque chose. Vraiment, on s'est dit bon, voilà, je pense que dans cette alternance entre des projets courts et des projets longs, là, on rouvre un gros chapitre en fait, quand même, quoi. Oui. Oui. Pas que en pagination, quoi, aussi dans les intentions que tu y mets, quoi. Ouais, pour moi c'est un gros. En fait, j'ai eu envie de parler de faire cette histoire. J'ai eu l'idée de cette histoire pendant la fin de Comme un frisson, je pense, ou un moment quand j'étais en Italie, je sais plus trop, mais ça a commencé à germer. Et puis c'est très long, hein, ce genre de dire. C'est genre ah ouais, tu vois un truc, tu te dis ah je pourrais faire une histoire comme ça. Ah ça ce serait cool. Et au fur et à mesure tu penses à des persos et tu dis ah mais ça. Et moi souvent je réactive des vieux trucs, souvent même des vieilles études. Je réactive des trucs qui étaient un peu laissés en plan et que je trouvais plus intéressants. Et je les reprends et je me dis ah mais je peux greffer ce squelette de projet à ce nouveau projet. Et C'est même un moment où c'est complètement le bazar dans ton cerveau avec plein de trucs qui se mélangent. Je crois pas. Enfin, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire. Est-ce que t'as quand tu dis que tu greffes telle chose qui est un peu que tu laisses un peu de place comme ça au hasard, des choses pas forcément prévues qui viennent se rajouter sur ton idée initiale. Est-ce que c'est toujours limpide et ah bah oui parfait ça arrive page 12 et tout va bien, ou est-ce que non. Moi je suis très stressé par rapport à mes histoires, hein. À chaque fois j'ai l'impression que je vais pas réussir à leur rendre justice, à rendre ce que je veux dans ma tête. Ça me stresse énormément ce projet, hein. C'est vraiment parce que comme je dis, hein, maintenant je crois que je peux avoir confiance en moi à un certain degré, mais j'ai toujours peur, toujours très très peur. Souvent ça m'est arrivé de me réveiller au milieu de la nuit et de plus dormir parce que je pensais trop à ce truc, et de me dire oh putain mais dans quoi je me suis embarqué et tout, mais en fait simplement je m'étais dit que c'était un mauvais choix stratégique ce que je faisais mais c'était ça que j'avais envie de faire, quoi. Et parce que je me suis dit après Comme un frisson, ce serait peut-être plus malin de faire un autre récit long et puis de voir si ça intéresse le même éditeur ou un autre éditeur, ou enfin voir quoi, faire juste un pas en avant. Et là je me suis dit non, mais non, je vais faire une série infinie, une saga avec des personnages qu'on va suivre d'un point A à un point Z, il va y avoir plein de personnages en même temps, et je veux qu'on ressente la même empathie pour tous. Je veux que ce soit horrible, déchirant et incroyablement triste. Et je me suis dit, ah bah oui, super, voilà, bonne ambiance. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais commencer le début. J'avais prévu un épisode, j'ai même pas réussi à faire tenir un épisode en un épisode, j'ai dû le couper en 2. Parce que j'aimais trop mettre l'ambiance de misérabilisme, pas misérabilisme, mais en fait, tu dis que ça s'éloigne peut-être un peu des thématiques, mais moi je trouve pas du tout. En fait, pour moi, c'est vraiment comme le contre-pied de Comme un frisson.
C'est vraiment genre le miroir de Comme un frisson, mais je comprends que ça donne pas cette C'est impression. pas forcément que ça c'est des thématiques, c'est on a l'impression que voilà, il y a le fait qu'il y ait plein de personnages alors que Comme un frisson il y en avait essentiellement 3. Dans les décors, dans l'ambiance aussi. Quand on lisait Comme un frisson, on avait l'impression d'un truc très très cru en fait. On a l'impression qu'on sort dans la rue et paf, l'histoire elle démarre en fait. Et là il y a un truc beaucoup plus cinématographique je trouve où ouais tu veux installer, tu parles de saga, tu parles de Ouais, mais alors je vais te contredire, hein, désolé, mais devant tout le monde. Tant mieux. En fait, je prends le code de ce que t'attends à une saga. Tu t'attends à une saga, tu vois un truc heroic fantasy et des épées et des trucs et des. Ouais. En fait, tu te dis c'est une saga, mais en fait, ça n'a aucun. En fait, on sort dans la rue et on suit ces trois personnages et en fait, on va juste les suivre eux. Et il y a d'autres personnages. Et il y a d'autres personnages qu'on va un peu suivre, genre deux essentiellement. Mais déjà c'est un peu particulier, je vais pas en dire plus, mais en fait c'est le même processus, j'utilise le même processus, c'est-à-dire que je les suis et en fait je ne sais pas vraiment je n'explique pas vraiment comment le monde marche. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors de passer d'un monde contemporain très concret à quelque chose comme ça? Là, on voit déjà des premières scènes avec un village médiéval pour le colombage. Enfin, c'est juste l'envie. Tu t'es dit tiens, je vais changer de décor ou cette histoire elle se construit aussi avec le décor. C'est pas. Ouais, non, ça peut être qu'un truc de médiéval quoi. En fait, j'aimais bien l'univers poisseux, dégueulasse. Alors en fait j'ai plusieurs influences, et que en fait je crois que je jouais à Donjons et Dragons et on m'avait expliqué comment marchaient les sorciers dans Donjons et Dragons et les magiciens et la différence, et ça c'était une grosse motivation pour moi parce que c'était un truc genre les sorciers ils ont la magie en eux, donc elle vient, on sait pas d'où ça vient, ils sont souvent jeunes et donc ils ont un truc instinctif et parfois même à leur rencontre et donc je trouvais ça trop beau. J'étais là, oh yes, un espèce de pouvoir qui est en toi, c'est trop mystique et à la fois c'est déchirant, ils peuvent pas le maîtriser, ils peuvent pas. Et donc c'est toute cette thématique là en fait. En fait ça parle donc à la base ça devait s'appeler Inunum sorcier. Et c'est un truc donc dans un contexte de chasse aux sorcières. Et ça me permettait, le truc médiéval, ça me permettait de pousser cette situation à l'extrême en fait. De pousser cette situation où en fait t'es un non-humain parce que t'es considéré comme sorcier. Et qu'est-ce que c'est un sorcier? C'est pas un vrai truc dans le cas de mon récit, c'est comme ça qu'on appelle les gens qu'on a décidé qu'on voulait pas parmi nous quoi. Donc c'est un truc déjà d'étiquetage de l'autre, et c'est un rapport sur la marginalité et qui est, je veux dire, dans Comme un frisson, c'est une marginalité qui est choisie. Et là, c'est une marginalité qui est subie. Et l'idée du récit, c'est comment gérer, comment accepter le fait que tu vives dans une société qui veut que tu meurs. Rien d'autre que tu meurs, quoi. Donc, comment tu te trouves des fenêtres d'existence là-dedans. Et comment aussi, ça parle beaucoup de stress post-traumatique, parce que les deux personnages sortent d'une expérience qui a été horrible, on ne sait pas vraiment quoi. Et donc, c'est tout le processus de réapprendre à faire confiance ou à être un être humain. Genre, voilà. Okay. Et donc, voilà. Et graphiquement, on a l'impression que là, il y a des encres, il y a des lavis qui changent un peu de ce qu'on a pu voir avant. Par contre, on a l'impression que ton trait, maintenant, c'est quelque chose que tu questionnes plus trop, quoi. Non, ouais, j'y vais, quoi. Je sais pas. Je me suis pas rendu compte que j'avais tellement changé de style, et en fait, quand j'ai vu après à côté de Comme un frisson, j'ai fait ah oui quand même. Mais là, il y a un truc où j'ai moins peur d'ajouter des traits ou des textures. Enfin, moi, je veux beaucoup qu'on sente le côté qu'il y a de la poussière partout, qui sont toujours dans. Je veux pas trop d'armure étincelante et de. Voilà, c'était aussi le truc que je voulais un peu ouais, ça. Et je me suis pas posé tant de questions que ça, à part pour le lavis, parce que pour moi c'est toujours un problème, ces trucs de considérer ce qu'il y aura de la couleur ou pas, c'est toujours un truc qui me stresse. Même le fait même d'ajouter un lavis, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Au final, je suis content du truc. Et s'il y avait un truc où parce que il y a tout un délire de force sous la réalité dans ce récit, qui est comme une énergie universelle
qui régit le monde, quoi, un peu. C'est un truc un peu vague. Hein. Et je me disais, ah, c'est beau, la vie, c'est comme s'il y avait des découpages, des coups de cutter dans la réalité, et que derrière, on voyait cette énergie, en fait. Mais voilà, ça c'est vraiment des considérations que moi je me dis ah c'est cool, mais enfin je sais que on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important que les gens le sachent ou le comprennent. Après on a mis une étape, voilà c'est celle-ci. On n'a pas vu beaucoup d'étapes intermédiaires de ton travail là, qui t'a parlé de dessin un petit peu là. Et c'est ça que tu dis, il n'y en a pas beaucoup en fait. Là ce que tu as mis ici, c'est quelque part entre le scénario, le crayonné. Tu disais que l'écriture aussi, c'était beaucoup quelque chose que tu travaillais sur cette étape-là. Ouais. Et finalement, en fait, il y a quasiment que ça. Tu passes par là et après, on est tout de suite sur ce rendu-là. Quoi. Mais si tu vas encore plus loin, enfin, encore. Ah non, merde. Le truc avec les petits carrés là. Alors, que t'as mis avant. Non, je sais pas. Bon, bref, en tout cas. Oui, si t'as un chemin de fer que t'as mis après. Ouais, voilà, le chemin de fer, voilà. Entre ça et le découpage, il n'y a rien. Ouais, il y a ça, voilà. Je prévois des trucs, je me dis il va se passer ça vaguement. Là, il y a parler du pouvoir, il y a une vague qui fait 40 pages, je sais pas. Je me dis bon, ça va se passer à peu près là, à ce moment-là, à peu près. Et puis après, je dessine directement dans un truc qui ressemble déjà quand même à du dessin définitif. C'est vraiment des grandes séquences en fait. Tu dis ton récit en gros, il tient en 200 pages. En gros, j'ai besoin de 10 pages pour ça, 20 pages pour ça, et ainsi de suite. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Et pour le coup, j'ai pas commencé ce projet comme ça. Le projet, je l'avais commencé un épisode, donc je faisais juste les épisodes et je me posais pas de questions. D'ailleurs, après, j'ai dû retrouver où est-ce que c'était. Il y a des trucs que j'ai notés par après, mais non, j'écris directement en bande dessinée. Et en fait, voilà, je mets des annotations. Là, on va pas le voir, mais des fois, là, par exemple, il y a une petite flèche pour dire non, c'est mieux dans l'autre sens. Ou d'abord cette case avant, cette case après. Et je travaille toujours avec des feuilles pliées en deux pour voir le vis-à-vis et pour voir le rythme, quoi. Et je fais lire beaucoup à mes amis qui n'en peuvent plus. Et je suis là, ça va, vous aimez bien, vous trouvez ça marche ça, c'est crédible, toujours ma question, c'est crédible, et genre, je sais pas, qu'est-ce que tu veux répondre, je suis très inquiet en fait, quand je dessine, quand je fais mes récits, je suis très très inquiet, le découpage ça m'inquiète, ça me galvanise, mais ça m'inquiète aussi beaucoup. J'ai toujours l'impression de faire un truc, d'aller trop loin à un moment, ou de, je sais pas. C'est bizarre quoi, mais et quand les gens le lisent, ça me rassure. Ou si je vois que les gens ils sont émus par quelque chose, je suis vraiment heureux parce que moi c'est vraiment ça que je veux quoi. Bah oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'étapes dans l'écriture et puis même après on constate aussi souvent que toi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui travaille trop, mais souvent au moment de l'ancrage ça fige beaucoup le dessin, plutôt la dynamique en fait de tes pages et effectivement ça peut être ça un peu la trouille de perdre toute ton intention avec ces différentes étapes. Est-ce que c'est peut-être pour ça que justement il y a très peu d'étapes en fait entre ta réflexion de départ et puis la page Non, parce que je suis flemmard. Hein. T'as essayé des fois de faire un truc très construit avec un premier crayon? Oui, en fait souvent au début d'un projet je suis très comme ça parce que je suis très stressé. Par exemple, quand je connais pas bien les persos, je me dis oh non, j'arrive pas à bien le dessiner et tout. Maintenant, par exemple, ces persos, je les ai bien. Je sais comment les faire, je fais confiance à comment je vais les dessiner. Mais à la base, non, j'étais très stressé à chaque fois. Alors, les premières planches du projet, comme les premières planches comme un frisson, elles sont le crayonné était très poussé, et après quand j'ancrais j'étais ah là là ça marche pas, et genre j'aimais pas les mains comme je les faisais au début, et des trucs comme ça. Et au fait au fur et à mesure que tu te fais confiance plus sur le projet et que tu as plus l'habitude il y a des fois je dis ouais là j'ai la flemme de faire le crayonné, j'ai déjà envie d'ancrer à une case, je me dis de la forêt, et alors je fais juste de la forêt un peu, et je sais pas si c'est vraiment une bonne solution. Oui, c'était le premier crowbar qui date à fond. Hein. Mais tu vois, regarde, comme un frisson, c'est encore un trio. Et il y a un truc de... Ouais, c'est un espèce de triangle. C'est juste que là, c'est moins posé sur le point de vue de un des persos. Mais il y a vraiment beaucoup de liens... beaucoup de liens, en fait, entre les deux récits. Je trouve. Mais bon. Donc là, c'est on
On va peut-être terminer là-dessus. C'est ton gros chantier des semaines à venir d'avancer au maximum, de finaliser en fait. Ouais. Là, c'est d'écrire la fin du premier tome, du coup, qui sera autour de 200 pages, mais je ne sais pas exactement. Et une fois que j'ai fini de l'écrire, le dessiner, voilà. Et j'ai hâte de le dessiner là, parce que écrire c'est fatigant quand même. C'est dur quoi. Tu travailles 3 heures, après t'es exténué, t'es là. Mais oui, mais c'est super bien. Je suis trop content du projet quoi. Là, il commence à vraiment avoir vraiment la forme que je veux, que je peux accepter. Pas celle forcément que je voulais à la base, mais j'aime bien ce que ça devient là. Je trouve ça cool. Et les persos, je les adore maintenant. C'est trop bien. C'est mes nouveaux amis. C'est super, on espère que ça va pouvoir avancer comme tu en as envie. Peut-être on va s'arrêter là-dessus, peut-être vous avez quelques questions, sinon on peut aussi rester un petit peu avec toutes les productions qu'on a apportées, que tu as apportées aussi. Je ne sais pas s'il y avait une question tout de suite ou si vous préférez en parler une fois les micros débranchés. Tout va bien. Merci.